à vous prévenir parce que Benjamin Terrier va vous parler des périartérites noueuses et Alexis Régent parlera de la prise en charge thérapeutique des différentes PAN. Merci. À toi, Benjamin. Merci beaucoup, Xavier. Merci à mon frère caché, Alexis, aussi, je ne le savais pas. Je vais vous parler des périartérites noueuses. Alors, c'est un petit peu un concept à la mode que de vouloir un peu, quand la maladie était décrite sous une entité, dire la maladie, les maladies, changer le nom de maladie vers syndrome ou syndrome vers maladie. Mais c'est vrai que, vous allez voir, on peut se poser la question de savoir si c'est pas plus un syndrome qu'une maladie, mais bon, c'est à discuter. Et là aussi, c'est plus conceptuel éventuellement que démontré. Donc j'ai quelques liens d'intérêt, j'espère que j'en ai oublié aucun. Alors, juste puisqu'Alexis va faire le traitement, j'ai le temps de broder un petit peu sur la présentation clinique en tout cas, et sur la pathologie. Et c'est quand même une description qui est assez intéressante initialement, parce que c'est vrai que au sein des vascularites, la périartérite noueuse, c'est quand même une de celles pour lesquelles l'altération de l'état général va être, on peut dire, massive. Et il y a peu de vascularites ou même de maladies inflammatoires où, on va dire, l'état général est autant altéré. Et ça, si on reprend, alors bon, bien entendu, il y a battle sur savoir qui a décrit le premier la PAN, la périartérite noueuse, mais quand même, on va dire que le plus consensuel, c'est de considérer que c'est Kussmaul et Mayer, et qui, en fait, vous voyez, ils étaient à la clinique de médecine interne de l'université de Freiburg, et le premier cas considéré comme la première panne décrite, c'est celle d'un jeune tailleur de 27 ans, donc les internes ne sont pas épargnés, et donc, qui était décrit. Et ça, c'est parfois un sentiment qu'on a en médecine, c'est je ne sais pas encore ce qu'il a, mais je sais que ça va mal finir. Et là, vous voyez, il disait que la première impression, c'était que c'était celle d'une âme perdue, en tout cas pour qui les jours se comptaient. Et malheureusement, ce jeune Karl Sephar s'est décédé quelques jours après. Et en fait, comme on le dit souvent, c'est beaucoup les pathologistes qui ont décrit un grand nombre de pathologies. Eh bien, le nom de la périartérite noueuse, il venait qu'au niveau anatomopathologique, il était objectivé des épaississements nodulaires, segmentaires et focaux, au niveau des artères. Et vous voyez, et c'était assez précis, des artères d'un calibre inférieur à celui de l'artère hépatique. C'était peut-être la référence à l'époque, avec des artères coronaires, de l'intestin, de l'estomac. Et donc, c'était la description initiale. Et donc, on reste sur cette appellation de périartérite noueuse, en anglais polyartéritis nodosa, mais qui vient de ces nodosités, décrites en tout cas initialement. Alors, si on revient à quelque chose d'un peu plus récent, qui est la nomenclature de Chapel-Hill, qui, vous savez, définit un peu et donne un cadre en termes de définition, eh bien, c'est assez bien cadré. C'est une vascularite nécrosante, on reverra ensuite ce que c'est, des vaisseaux de moyen ou petit calibre, mais quand même prédominamment de moyen calibre, qui ne touchent pas le capillaire glomérulaire, qui ne touchent pas les artérioles, les capillaires et les vénules, et qui n'est pas associé aux ANCA. Je sais pas si on a lancé l'enregistrement. Merci. Et vous voyez qu'il y a deux entités dans cette famille, que sont la PAN et chez l'enfant le Kawasaki, même si il y a quelques formes de l'adulte, mais c'est quand même exceptionnelissime. Alors, mais donc vous voyez la périartérite noueuse, en fait, c'est tout ce qui va rentrer dans un cadre, qui est en fait cette lésion. Alors je ne sais pas si on va bien voir, mais j'ai mis des flèches, où vous voyez ce qu'on appelle la vascularite nécrosante. Et en fait, la nécrose, c'est défini histologiquement par ce remplacement au niveau de ce qu'était une média, par un matériel un petit peu éosinophile qui est de la fibrine, et donc qui fait classer, quand on a cette lésion, en vascularite nécrosante, qui sont, comme vous le savez, les vascularites à ANCA, les trois, et la périartérite noueuse. Et le phénomène est tellement agressif que souvent, ça aboutit à une thrombose au milieu, et donc avec un infiltrat inflammatoire. Et encore une fois, il n'y a pas d'atteinte glomérulaire, il n'y a pas d'atteinte des artérioles, des capillaires ou des vénules, et il n'y a pas d'ANCA. Et donc, si vous avez un patient qui ressemble, on va en parler à la fin, à une vascularite, à une PAN mais qui a des ANCA, c'est une vascularite à ANCA avec un phénotype peut-être un peu particulier, mais pas l'inverse. Alors, même si c'est un petit peu, on va dire peut-être has-been que de parler des critères de classification de l'ACR de 90, ils ont quand même toujours l'avantage de résumer un petit peu en un concentré ce qu'est la pathologie, avec, je vous ai dit, cet amaigrissement important,
ces douleurs testiculaires, hein, orchites, qui ne sont pas spécifiques de la périartérite noueuse, mais qui sont quand même plus fréquemment décrits. Ces tableaux de myalgie intense, myalgie classiquement à CPK normal, contrairement au tableau de myopathie inflammatoire. Et puis ensuite, vous voyez des manifestations sur lesquelles on va revenir, et des anomalies artériographiques, puisque on est sur un calibre de vaisseau qui suffisamment grand pour être vu sur les examens d'imagerie et montrer, alors quand on faisait des artériographies, eh bien, des microanévrismes. Ici, c'est le cathétérisme de l'artère hépatique, où on voit des microanévrismes que je ne peux pas vous montrer comme ça ne marche pas, mais que vous voyez bien, ici, et des successions de sténoses, de dilatation post-sténotique. Ici, au niveau d'une artériographie, je pense rénale, et ici, au niveau des artères à destinée mésentérique, je ne sais pas si c'est la mésentérique supérieure qu'ils ont cathétérisée ou l'inférieure, mais c'est pour vous dire que, en tout cas, c'était devant ces anomalies. Alors, l'artériographie est devenue un examen qu'on fait quand même beaucoup moins, mais qu'il faut savoir faire de temps en temps. Et je dirais que la problématique, c'est pas tant de le faire, mais c'est de trouver le radiologue qui a l'habitude de lire une artériographie, puisque c'est quand même un examen qu'on est amené quand même à faire de moins en moins. Alors ça, c'est des critères. Bon, journée du GFEV oblige, il fallait que j'en parle. C'est pas un papier vraiment très connu, mais c'était un papier qui date de 2008, mais qui permettait, on va dire, d'identifier des petits marqueurs, soit des critères positifs, soit des critères négatifs, pour retenir ou exclure le diagnostic de PAN. Et vous voyez, on reste un petit peu quand même sur la même ambiance que tout à l'heure avec les ANCA. Quand il y a des ANCA, non, ce n'est pas une PAN. Quand il y a de l'asthme, c'est parce que ça oriente plutôt vers la GEPA, même si on a le droit d'être asthmatique, d'avoir une PAN. Les signes ORL, en fait, pour distinguer avec la granulomatose avec polyangite, la cryo, l'atteinte glomérulaire, et en revanche, on retrouvait la polyneuropathie, les anomalies artériographiques. Donc vous voyez un petit peu, l'idée, c'est de se dire que c'est une vascularite nécrosante, mais qui n'est pas du petit vaisseau exclusif ou prédominant, et qui n'a pas d'ANCA. Alors autant dire qu'on ne sait pas vraiment la prévalence, l'épidémiologie de la maladie. Vous voyez, il faut remonter dans les années 80 ou en 2002 pour avoir des études sur l'épidémiologie. Ce qu'on dit toujours, c'est que c'est plus rare qu'avant, mais et que ça a été notamment avec la diminution en tout cas de l'hépatite B par la vaccination, mais ça reste quand même une maladie assez rarissime. Alors, les petits trucs passent pas bien, mais ça, c'est pour vous dire qu'en fait, ce qui est intéressant avec la périartérite noueuse, c'est que le profil a changé au cours du temps, probablement en raison des agents infectieux qui passent, et que Christian Pagnoux, le plus francophone des Canadiens maintenant, avait repris les périartérites noueuses sur les 40 années qui étaient de 1963 à 2005, et où vous voyez qu'à l'époque, une petite prédominance masculine, un âge médian de 50 ans, et à l'époque, la photographie, c'était 1/3 de PAN lié au virus de l'hépatite B, et 2/3 de PAN dite primitive. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que la dernière, moi, que j'ai vue, c'était quand j'étais interne, il y a 2-3 ans à Cochin, mais en fait, on n'a pas vu, je pense, depuis une vingtaine d'années, et c'était particulier, et parfois c'est encore un truc que les gens se demandent, c'est que la PAN-HBV, c'était vraiment une PAN qui survenait dans les 6 premiers mois de l'infection aiguë. Et donc sur les marqueurs sérologiques, on disait c'est des malades qui ont encore les IgM anti-HBC. Et en fait, on a le droit en revanche d'avoir une PAN et d'avoir été en contact avec le virus de l'hépatite B. Et donc là, ce n'est pas une PAN-HBV. Donc en fait, ça n'existe quasiment plus, mais à l'époque, jusqu'en 2005, c'était décrit. Et ce qui était l'autre 2/3, c'était les PAN dites primitives. Et vous voyez que dans les manifestations, il y avait 3 éléments quand même qui sortent du lot, que sont les signes généraux, là, cette âme en peine qui erre dans les couloirs, avec cette AEG massive, l'atteinte du nerf et de la peau. Et ça, c'est peut-être quand même 2 éléments majeurs, alors qu'à l'inverse, vous avez l'œil, le cœur, le cerveau, les poumons qui sont extrêmement rares et qui là sont quand même en grand contraste avec les autres vascularites, notamment celle à ANCA. Alors le nerf, vous le savez probablement, mais j'aime bien quand même toujours le redire, c'est particulier l'atteinte du nerf de la vascularite, qu'elle soit en ANCA ou la PAN, mais c'est encore plus caricatural pour la périartérite noueuse. C'est une mononeuropathie multiple, et les 3 mots qui doivent toujours orienter vers ça, c'est le côté asymétrique, brutal et douloureux.
vous avez ça dans un tableau de neuropathie périphérique, il y a 90% de chances que ce soit une ischémie aiguë de nerf par une vascularite. Et si vous avez plusieurs territoires, c'est clair. C'est plus rarement, parfois un peu plus insidieux. Et il y a des pièges un peu classiques, notamment à l'électromyogramme, qui est que parfois, on peut prendre ça comme des blocs de conduction, puisqu'il y a en fait une atteinte tellement focale que ça donne l'équivalent d'un bloc de conduction. Et parfois, il y a des diagnostics différentiels où il y a une vision erronée vers en fait une PIDC, une polyneuropathie démyélinisante chronique, notamment quand l'atteinte est extensive. Et donc, c'est quand même des choses à savoir qu'au niveau électromyographique, les électromyographes peuvent passer un petit peu à travers et se tromper de tableau. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce caractère asymétrique, douloureux et d'installation subaiguë. Alors le nerf, quand on le biopsie, vous voyez, ça montre un peu la même image que je vous ai dit. Donc là, je remercie Thierry Maisonneuve. Vous voyez, donc on a cet infiltrat inflammatoire massif, cette nécrose fibrinoïde, la thrombose au milieu. Donc vous imaginez que le nerf, il n'y a plus beaucoup de vascularisation, en tout cas dans les vaisseaux du périnèvre. Là, à nouveau, une autre vascularite. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette signature on va dire histologique, qui est quand même assez cohérente et identique à chaque fois. Voilà, avec cette nécrose fibrinoïde. Vous voyez à quoi ressemblait la paroi tout à l'heure. Pour ceux qui étaient à l'atelier de Viviane, vous voyez, ça ressemblait un peu aux artérites rénales qui étaient montrées, où on a vraiment cette coloration éosinophile. Mais après, ça reste un geste quand même qui est un petit peu invasif, qui peut parfois se compliquer. Voilà, donc c'est pour ça que l'autre élément majeur dans cette maladie, c'est la peau. Et la peau, c'est vrai que ça peut tout être. Un dermatologue, en étudiant la lésion élémentaire, dirait c'est de la nodule, du livédo, de la nécrose, des ulcères. Et vous voyez que c'est souvent un livédo qui est volontiers dit racemosa, à grande maille, non fermée, voilà, à plusieurs niveaux. Parfois un peu de dermitocre, au niveau également, et parfois des lésions purpuriques. Là, vous voyez également d'autres lésions, et notamment ici, où parfois sur peau noire, c'est un peu plus difficile de voir le livédo. Et pourquoi la peau, ça va être important? Parce qu'en fait, vous allez voir, vous avez exactement la même lésion que dans le nerf, c'est-à-dire une histologie qui est beaucoup moins invasive et qui va être très rentable, avec notamment cet infiltrat inflammatoire, cette vascularite nécrosante. La seule chose à bien voir dans la périartérite noueuse, c'est que vous voyez le petit carré que j'ai mis en bas à gauche, il est très profond, il est dans le derme profond, voire à la jonction derme-hypoderme. Et en fait, un punch, vous vous arrêtez généralement à la jonction derme superficiel, derme profond. Donc vous risquez de ne pas avoir la lésion de vascularite. Donc dès qu'on est dans la recherche d'une PAN, il va falloir demander à son collègue dermatologue de faire une biopsie au fuseau pour pouvoir avoir l'histologie. Donc voilà, alors ce qu'on peut dire à l'époque, juste pour parler de la PAN-HBV, parce que vous savez, c'est Loïc Guilvin et Christian Trépeau, un hépatologue lyonnais et Loïc, qui ont décrit la PAN-HBV dans les années 71 ou un truc comme ça. Et donc voilà, et donc d'ailleurs qu'on définit le traitement, mais comme c'est pas ma partie, c'est celle d'Alexis Terrier et t'étais pas là, non, il m'a appelé comme toi, enfin c'est ça. Donc voilà, vous voyez que c'était des formes plus sévères, qui mouraient plus à la phase aiguë, mais qui rechutaient moins puisque le traitement du virus était donné. Alors, Julien Romer, qui est PH maintenant à l'hôpital Foch, avait repris les périartérites noueuses avec la photographie 2005, alors à aujourd'hui 2021-2022, avec quand même des patients, bon c'était grâce au réseau du GFEV, et vous voyez qu'en termes d'atteinte, on avait toujours un peu les arthromyalgies, l'atteinte du nerf périphérique, la peau. Donc en fait, la présentation clinique, elle n'a pas beaucoup évolué. On reste sur AEG, nerf, peau, et bien entendu des atteintes cardiaques rares, mais toujours un peu leur kit. Et l'âge d'ailleurs n'a pas changé, et la légère prédominance masculine non plus. Quand on regardait l'analyse, peut-être ce qui était un petit peu plus regardé de nos jours qu'à l'époque, en tout cas dans des descriptions initiales, c'est qu'il n'est pas rare de retrouver, bon alors ça va étonner personne qu'il y ait une polynucléose neutrophile, mais c'est qu'on voit des patients avec d'authentiques éosinophilie, et parfois avec des éosinophilies qui peuvent augmenter assez fortement, jusqu'à plusieurs milliers,
sans que ça soit des granulomatoses éosinophiliques avec polyangite, ou des monocytoses, qui ne sont pas toujours parce qu'il y a une hémopathie, entre guillemets, monocytaire. Et on voit par exemple, ce qui a été assez intéressant, que les formes plus éosinophiliques avaient peut-être plus d'atteintes, comme on la verrait dans la GEPA, et que les formes avec monocytose, peut-être des formes avec un peu plus d'atteinte rénale. Est-ce que c'était la faute de cette monocytose ou pas, j'en sais rien. Mais c'est pour dire qu'il y avait des petites différences. Et donc il faut quand même se dire que voilà, il y a des éosinophilies, il y a des monocytoses qui peuvent être juste s'intégrer soit dans le cadre de la pathologie causale, soit tout simplement dans le cadre du syndrome inflammatoire massif. Et quand on regarde la photographie aujourd'hui, vous vous rappelez, la dernière fois, c'était 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers de VHB, 2 tiers de primitive. Là, on voit encore que c'est 2 tiers de primitive, mais l'1 tiers qu'on peut caractériser, c'est plus le VHB, mais maintenant, il y a de la myélodysplasie, il y a du cancer, il y a de l'éosinophilie, du syndrome hyperéosinophilique, des maladies auto-inflammatoires. Ça, c'était avant qu'on découvre le Vexas, alors je ne vous raconte pas maintenant, enfin bon. Donc c'est pour dire qu'en fait, ce 2 tiers de primitive, il va être primitif jusqu'à ce que peut-être on soit un peu plus performant dans la caractérisation et qu'en fait la PAN, c'est peut-être pas une maladie primitive du tout. Donc voilà, donc ça je ne sais pas peut-être, mais je vous rappelle que si un virus a pu donner cela, il n'est pas impossible qu'il y ait des virus encore pas connus qui soient associés à cette maladie. Ce qu'on sait quand même, c'est que ces formes secondaires, mais parce qu'elles sont associées parfois à des pathologies dont le pronostic n'est pas forcément sympa, eh bien généralement elles sont associées à une mortalité qui est multipliée par 3, mais donc ça doit être quelque chose à traquer. Donc si on veut un peu voir l'évolution des PAN sur le spectre des étiologies, je ne sais pas ce que sera la suite après 2023, mais vous voyez c'est mouvant, et donc c'est quelque chose en perpétuelle modification, mais aussi qui est lié en fait à l'évolution un peu des bilans qu'on fait, de ce qu'on est en mesure de détecter. Et donc c'est pour ça que, comme on voit que la périartérite noueuse, on peut en observer dans des maladies auto-inflammatoires, dans des cancers, dans des maladies auto-immunes, il y a des tableaux de périartérite noueuse-like dans le lupus, dans le Sjögren, dans la PR, eh bien, c'est vrai que quand on a une manifestation comme ça, qu'on peut voir dans plusieurs pathologies, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas plus une manifestation clinique, une manifestation clinico-pathologique, qui serait le témoin d'une forme agressive. Donc c'est ça un petit peu qui se questionne aujourd'hui. Mais vous voyez que quand même beaucoup, cancer, hémopathie, maladie auto-inflammatoire et myélodysplasie, c'est quand même ce qui sort du lot. Et ce qui est toujours un petit peu l'élément qui alerte, même si j'espère pas te spoiler Alexis, c'est que c'est toujours des formes réfractaires au traitement habituel. C'est-à-dire que quand ça ne se passe pas comme ça doit se passer, parce que la PAN, il vous le dira, c'est quand même une maladie assez frontale, hein. Elle n'est pas très maligne dans le sens où elle est toujours un peu identique dans son comportement. Et donc quand ça se comporte différemment, c'est peut-être qu'il y a une forme secondaire derrière. Et donc c'est pour ça, je dirais de nos jours, il faut systématiquement traquer certaines formes. Le déficit en ADA2, bon, il ne faut pas se mettre, je pense, pour le bien-être des généticiens de Montpellier, à envoyer devant toutes nos PN, même si ça ne représente pas grand monde, des prélèvements. Vous voyez que c'est quand même un âge jeune, ce qui est quand même un peu se distingue de l'âge médian de la PAN. Ça donne des AVC lacunaires, ce que je vous ai dit que c'était plutôt ça épargnait le système nerveux central. Et il y a souvent d'autres anomalies comme un déficit immunitaire, mais il faut y penser. Le Vexas, bien sûr, le Vexas, dès qu'il y a une anémie macrocytaire, malgré un contexte inflammatoire majeur et des chondrites, et bien entendu, et ça c'est quand même beaucoup lié grâce aux travaux de l'équipe de Saint-Antoine, d'Olivier Fin, d'Arsène Méquignan, eh bien la reconnaissance en tout cas de toutes ces manifestations inflammatoires associées aux myélodysplasies, avec une petite mention sur la PN avec la leucémie myélomonocytaire chronique. Et c'est pour ça que cette monocytose, il faut toujours quand même l'explorer et au moins faire un phénotypage monocytaire quand vous avez une PAN avec une monocytose élevée. Alors il y a quelques questions nosologiques qui se posent, c'est que vous verrez en fait il y a deux mondes, je ne sais pas s'il y a des dermatologues dans la salle, mais on distingue et on oppose la panne cutanée, maladie qui rechute mais qui ne touchera jamais ou presque un organe autre que la peau ou éventuellement le nerf périphérique, et la PAN systémique. Et donc c'est vraiment, je dirais, il n'y a aucun continuum aujourd'hui vraiment dans la prise en charge ou même dans la façon dont on considère cette maladie.
alors que c'est un petit peu une des exceptions, parce qu'on ne fait pas une distinction, une GPA qui est localisée à la sphère ORL, une GPA systémique, ça reste une GPA, c'est les mêmes docteurs qui les prennent, enfin tout ça. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où au niveau histologique de la peau, il n'y a pas vraiment de distinction évidente, en fait, c'est des choses à discuter. Et pourquoi ça peut avoir une pertinence, Alexis vous en parlera peut-être, c'est que, mis un peu au milieu de tout ça, et ne sait pas, donc un peu avec le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, c'est le nerf. Parce que le nerf, il est parfois accepté dans le spectre de l'atteinte cutanée, mais pour les internistes, par exemple, dès qu'il y a du nerf, ça devient une panne systémique. Et c'est vrai que vous voyez que dans ce travail, où je ne parlerai pas du traitement, mais qu'avait encadré Alexis Régent en encadrant Thomas Betuzzi qui est à Mondor, eh bien on voyait que ce qui était le facteur associé à une mauvaise réponse au traitement de la panne cutanée, c'était qu'il y ait du nerf. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même un sujet et que probablement on a tort de vouloir dichotomiser les choses. Et l'autre point important, et ça c'est Antoine Ancard qui faisait son travail avec l'équipe de Caen, eh bien, a rapporté le fait qu'il y avait parfois des patients qui avaient des micro-anévrismes et qui avaient envie d'être classés comme PN, mais qui avaient des encas avec une spécificité MPO ou PR3, et en fait, qu'on traite pourtant, et qu'on a envie, et ça c'était aussi l'objectif de ce travail, de considérer que c'était des vascularites associées aux encas qui empiétaient sur le moyen vaisseau, et non pas des PAN qui avaient des encas. Et pourquoi ça c'est important ? Parce que vous savez que la périartérite noueuse, le rituximab ne fait pas partie des options thérapeutiques, alors que dans les vascularites à encas, c'est quand même une drogue majeure. Et donc c'est quand même important, parfois ces travaux nosologiques, et donc les vascularites à encas peuvent avoir des PAN, et comme Cécile Audrey-Durel de Lyon qui va vouloir se lancer ce travail-là, les vascularites à IgA, parfois, peuvent avoir des micro-anévrismes. Donc il y a parfois comme ça un peu de chevauchement. Et quand même, à la fin, sur le plan thérapeutique, il y a une importance. Et ça, je vais vous montrer cette image parce que moi, c'est la première fois que j'avais la connaissance avec cette maladie. Vous voyez, on a, je ne sais pas si on peut appeler ça des micro-anévrismes. On appelle ça des macro-anévrismes. Mais des macro-anévrismes, des artères rénales, des artères à destinée digestive chez un homme jeune. Il n'était pas tailleur, il était policier. Mais il avait un AEG massive. Et ça, moi, c'était la fois qui m'a permis de connaître cette maladie qui s'appelle l'infection chronique active à EBV. Et vous voyez qu'en fait, c'est une infection des lymphocytes T ou des NK à EBV. Et c'était Anne-Caroline Tieng, qui a été interne chez nous, qui avait fait une fiche, où vous voyez que dans les mimiqueurs, il y a les formes B7-like, la PAN. Et donc, il faut là aussi toujours se dire que parfois, quand la maladie ne répond pas, et j'avoue que nous, peut-être, il nous était adressé parce qu'il résistait à l'endoxan, et avant qu'on comprenne et qu'on chauge un peu notre fusil d'épaule, on a dû lui faire 2-3 endoxans de plus aussi. Donc c'est pour dire qu'il faut quand même se méfier fortement dans cette maladie qu'est la PAN des formes secondaires. Donc pour ne pas dépasser, ce que je voulais donc vous dire, c'est qu'il faut rester, je pense, pour ne pas s'embêter trop avec les formes qui chevauchent sur les moyens vaisseaux de vascularite des petits vaisseaux ou autres, rester simple en se disant que c'est une vascularite nécrosante en cas négative. Stricto sensu, ça définit assez bien les choses, mais d'où l'importance de l'histologie. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, et je ne sais pas si vous aurez un avis différent que vous aviez au départ en voyant, est-ce que c'est une maladie à proprement parler ou juste un symptôme parmi d'autres de certaines maladies. En tout cas, on le voit qu'on peut observer cette lésion de PAN et les manifestations cliniques dans plusieurs pathologies. Les formes secondaires, on est obligé d'y penser aujourd'hui, déjà parce que les recherches un petit peu de mutations somatiques, de certaines anomalies, en tout cas génétiques, se sont quand même un peu démocratisées, sont quand même beaucoup plus faciles qu'à une époque. Et ça va avoir un impact direct sur le traitement. Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne veux pas spoiler, non mais je ne vais pas le dire pour ne pas spoiler. Et enfin, il y a ces questions de se dire, est-ce que cette distinction des formes cutanées, où vous savez, on se dit non, je reste dans colchicine, disulone par rapport à la force systémique, est-ce qu'en fait, c'est pas un petit peu artificiel et c'est nous qui l'avons créé ? Bon, je sais pas, je vous dis, ça peut parfois quand même avoir une petite comme conséquence, une petite retard à, je pense, à avoir accès à une thérapie adaptée ou à l'inverse, à surtraiter un peu le patient,
parce que certaines formes cutanées avec un peu de nerfs qui sont traitées comme de la peau vont bien, alors qu'ils seraient passés dans nos mains d'internistes, ils auraient probablement été un peu surtraités. Et donc c'est pour ça que je pense qu'au final, ça a peut-être un peu plus d'importance que ça n'a l'air et que ce n'est pas que nosologique. Donc voilà ce que je voulais vous dire et je remercie tous les collègues avec qui on travaille et notamment vous tous. Merci beaucoup.